Si je me permets juste parce que je me suis déconné pas mal. Bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer la conférence, la table ronde. Merci à tous d'être venus et bienvenue aux nouveaux qui arrivent. Nous allons commencer cette conférence animée par Foodles. Foodles, pour sa 7e participation au CETA, a voulu proposer un sujet aujourd'hui d'actualité forte, qui est le sujet de l'avenir de la restauration en entreprise. Nous avons chez Foodles fait des constats assez forts et nous avons aujourd'hui voulu ouvrir cette discussion, ce débat, avec des intervenants qui travaillent ce sujet au quotidien. Comme l'écran le dit derrière moi, le terme casse-tête est utilisé. La restauration peut devenir un casse-tête pour les entreprises. Comment installer une restauration d'entreprise, comment la transformer. C'est un sujet qui est un levier aussi d'attractivité très fort pour les entreprises. Nous aurons des témoignages aujourd'hui d'un point de vue RH, d'un point de vue immobilier, d'un point de vue environnement de travail. Mais la restauration d'entreprise est le lieu central d'un immeuble de bureau. Voilà. Donc nous allons essayer de décrypter l'ensemble des bonnes pratiques, la plupart des bonnes pratiques qui seront évoquées aujourd'hui pour faire de ce service un allié des entreprises. Et donc nous accueillons aujourd'hui 4 entreprises qui maîtrisent bien ce sujet et que je vais laisser se présenter. Nous allons commencer par Isabelle. Isabelle, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Donc Isabelle Lascombe, Solocal, que vous connaissez peut-être plus sous le nom de Page Jaune. Donc nous sommes une société qui fait de la publicité digitale, du référencement naturel, référencement payant, site internet, avec une grosse clientèle côté TPE-PME. On a à peu près 300 000 clients. On a fait 428 millions de chiffre d'affaires. On a 2700 collaborateurs sur 8 sites en France métropolitaine. Et donc moi, je suis rattachée à la DRH, en charge de l'environnement de travail. Et c'est donc tout ce qui concerne les aménagements, services aux bâtiments et les services aux occupants, dont la restauration potentiellement sur les sites. Merci Isabelle pour cette présentation. Julien. Alors bonjour, je suis Julien Fouché. Je suis directeur de l'environnement de travail et de l'immobilier pour le groupe UP, connu sous le nom Chèque Déjeuner. Nous sommes présents dans 18 pays et mon périmètre, donc, c'est l'immobilier, l'environnement de travail, sur des zones data, production tertiaire, à travers 10 sites en France métropolitaine. Et là, dans 2 semaines, on réceptionne notre nouveau siège social à Gennevilliers. Et je prends un temps pour être avec vous et vous voir, en effet, prendre un peu de recul déjà. Merci Julien d'être là aujourd'hui. Effectivement, tu es en phase finale de projet d'installation. Donc merci de prendre ce temps et de nous apporter ce témoignage à la frontière des services et de l'immobilier. Et on peut le dire, le groupe UP est aussi un spécialiste de la pause déjeuner depuis des dizaines d'années. Depuis 64, ouais. 1964, bravo. Je passe à ma droite. Donc nous accueillons Stéphane Hartmann. Bonjour. Je te laisse te présenter. Merci. Oui, donc Stéphane Hartmann, je travaille au cabinet Convergent, je m'occupe du pôle conseil. On est une petite agence avec une trentaine de collaborateurs répartis entre Paris et Lyon. Et on travaille on accompagne nos clients sur tout ce qui est conseil dans les services aux entreprises de manière générale. Et bien sûr, la restauration est le principal sujet qui nous anime. Et donc, on accompagne nos clients dans la programmation en termes de quelles sont les attentes, quelle typologie de service il faut avoir. Et donc, on scrute avec eux, on va chercher à savoir effectivement ce qu'ils souhaitent faire de leurs espaces et de leur restauration de la manière plus stratégique pour leur entreprise. Bon, Stéphane va nous amener de la prise de hauteur. Il apporte de la prise de hauteur à ses clients, à nos clients. Donc, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Et Élodie, last but not least, je te laisse te présenter. Élodie Menin, je suis directrice de l'agence Toi et Moi, agence d'architecture intérieure spécialisée dans tout ce qui est aménagement d'espaces de service et notamment dans les espaces de restauration avec Foodles. Merci Élodie. Et donc un témoignage technique et beaucoup plus que technique sur la transformation des espaces. Donc nous allons découper ce temps de discussion en 3 parties. La première, on va essayer de prendre de la hauteur sur ce que chacun a vécu et voit sur la transformation du workplace. Beaucoup de choses se sont accélérées ces dernières années. Les tendances sont lourdes et bien avant le Covid, les attentes bureaux avaient tendance à évoluer, bien avant le télétravail, bien avant
les changements qu'on a pu constater ces dernières années et dont on parle beaucoup aujourd'hui. Deuxième partie, nous avancerons sur le cœur du sujet, comment faire de ce restaurant d'entreprise, de cette cafétéria, un allié fort pour les entreprises. Et la troisième partie clé, avant les questions-réponses qui seront ouvertes, c'est effectivement qu'attend-on de son restaurant d'entreprise, quel niveau de responsabilité. Un restaurant d'entreprise, c'est bien, mais pas n'importe lequel. Et on essaiera aussi d'aborder cette partie qu'on appelle RSE, qu'on appelle durabilité, qu'on appelle sustainability de la restauration d'entreprise. Voilà. Donc pour commencer, côté alors un petit peu Foodles, puisque nous sommes aujourd'hui pionniers, leaders de la restauration d'entreprise nouvelle génération depuis 2014 déjà, avec une implantation nationale et à Londres. Nous assistons effectivement à un changement profond des habitudes du workplace. Quand des DRH, quand des directeurs immobiliers, quand des directeurs de l'environnement de travail nous parlent, ils nous parlent d'un changement qui a été historique ou brutal sur les attentes des collaborateurs pour le bureau. Hier, j'y venais pour travailler, j'y venais pour exécuter des tâches. Aujourd'hui et demain, dans les environnements tertiaires, j'y viens pour vivre un moment d'échange, pas forcément pour produire au sens productif, mais j'y viens pour vivre une expérience unique et une expérience qui doit être sans couture. Voilà. Donc il y a des attentes fortes des collaborateurs, surtout quand ils restent 2, 3, 4 jours à la maison. Et donc nous, on sent qu'effectivement le sujet de transformation et la nécessité, en témoigne le nombre d'acteurs aujourd'hui qu'on trouve sur le salon, la nécessité d'apporter des services plus adaptés, plus simples et plus innovants est une vraie attente des collaborateurs. On est de plus en plus dans cette relation client au bureau. Je considère mes collaborateurs comme mes clients et je leur apporte des solutions adaptées. Donc la restauration est véritablement une attente très très forte, une des briques les plus attendues pour l'expérience au bureau, et la restauration collective doit continuer à se transformer. C'est pas simple, puisque c'est un espace qui est souvent contraint. C'est un espace avec beaucoup d'attentes, quand on fait Stéphane nous en parlera, des enquêtes de satisfaction, des enquêtes de besoins en amont des projets. Il y a énormément d'envie, énormément d'idées des collaborateurs, et donc il faut pouvoir satisfaire tout le monde, trouver la voie de passage, comme on dit. Et donc aujourd'hui, le dernier point, dans les restitutions qu'on a côté Foodles, c'est qu'il y a aussi des attentes budgétaires fortes. Une maîtrise du budget, une lisibilité du budget de restauration est un point très important, mais aussi une lisibilité des services au bureau. Nous en parlions avec Julien juste avant, on parlait de ces futurs services de gestion des places de stationnement au bureau, par exemple. Il faut pouvoir maîtriser un budget tout en apportant un service innovant. Donc, ce que je vous propose, après ce petit témoignage côté Foodles, c'est de commencer par Stéphane, qui a un observatoire qui conseille des centaines d'entreprises chaque jour, chaque année, on va dire, dans le temps. Chaque jour, ça fait beaucoup. Comment est-ce que vous, chez Convergence, vous percevez ces changements auprès des clients que vous accompagnez? Voilà. Peut-être, on aime bien le côté données, data, parce qu'en France, la restauration, c'est très j'aime pas. Enfin, du coup, l'idée, quand on fait des analyses de données, on arrive à quelque chose de plus factuel et plus rationnel. Aujourd'hui, les restaurants, les clients avec lesquels on travaille, c'est moins 30% de fréquentation à minima pré-Covid. C'est moins 40% lorsque vous êtes dans du tertiaire, en moyenne. Et lorsque vous y intégrez les vendredis, vous arrivez à du moins 50 ou 60%. Aujourd'hui, vous comprenez bien qu'avec ces chiffres-là de fréquentation, on a un modèle économique qui existait avant le Covid, qui est aujourd'hui difficilement tenable post-Covid. Et du coup, il y a un vrai questionnement à mettre en place sur comment on fait, comment on transforme, comment on disrupte ce modèle-là et comment on trouve d'autres solutions. En parallèle à ça, tu l'évoquais également avant, on se retrouve avec une inflation également de coûts sur les matières premières, sur également la pénurie de personnel qu'on a dans la restauration. Donc on a un deuxième effet très très fort là-dessus, donc une baisse de volume, une augmentation des coûts. Et le troisième sujet auquel les directeurs de l'environnement de travail sont soumis, c'est la nécessité qui est demandée par leur direction de faire revenir les collaborateurs au travail et revenir sur les bureaux. Et parmi les enquêtes que l'on menait, tu les évoquais, la première attente en termes de service, au-delà des espaces sympas, etc., c'est le fait de pouvoir se restaurer, parce que c'est quand même une demande un peu incontournable, avant la nécessité de faire du sport et tout ça. Donc il y a quand même des attentes très très fortes sur la restauration de la part des collaborateurs. Et donc il faut trouver cet équilibre entre ces trois contraintes très très fortes, qui fait qu'aujourd'hui,
on a beaucoup de choses à faire. Et puis, la bonne chose que par rapport à avant, c'est qu'aujourd'hui, quand on travaille sur des projets, on n'essaie pas de dupliquer ce qu'il y avait avant ou de transformer ou d'adapter ou d'améliorer ce qu'il y avait avant. Les entreprises se disent vraiment aujourd'hui, il faut qu'on recommence à zéro, il faut qu'on recommence sur de nouvelles bases avec un nouveau paradigme et puis des nouvelles questions à se poser. On fait vraiment table rase, on passe vraiment une page blanche. On parlait beaucoup des générations Z, des attentes des nouvelles générations. Vous ressentez aussi, indépendamment des besoins post-Covid liés au télétravail, vous ressentez aussi des besoins différents sur le rapport au travail, le rapport au bureau. Bien sûr, énormément. J'en parle souvent avec mes collaborateurs, c'est qu'on a plein de dossiers sur plein de sujets, avec plein de business problèmes différents, des entreprises très très différentes les unes des autres, à Paris, en province, etc. Et en fait, ce que je retrouve souvent, vraiment quand on creuse le pourquoi, le comment, jusqu'au bout du bout, on se retrouve quand même sur le changement de génération dans les entreprises qui ont quand même aussi besoin d'attirer des collaborateurs. Ils ont besoin d'avoir des talents, ils ont besoin de les garder. On en parlait avant le début de la conférence. Ils ont besoin de les garder. Et beaucoup d'entreprises ont aussi des échelles de collaborateurs où dans les prochaines années, il y aura beaucoup de départs à la retraite. Et ils se disent comment aujourd'hui je capitalise, je développe mon image employeur. Et ça fait partie, la restauration fait partie de ce panel global en termes de services qui est nécessaire d'avoir des endroits sympas, des endroits bien aménagés, bien décorés, etc. Ça fait partie d'une attractivité de l'employeur lorsqu'ils reçoivent leurs collaborateurs en entretien ou qui veulent les garder. Très clair, merci Stéphane. Et c'est vrai que pour faire le lien avec ce qui se passe chez nous, chez Foodles, on est passé chez Foodles depuis notre première levée de fonds de 35 collaborateurs à 350, et on s'est aperçu donc le sujet de l'attractivité, le sujet de l'employabilité a été un sujet stratégique. On a eu des hauts et des bas dans notre capacité à attirer les collaborateurs, y compris les fonctions tech par exemple, tech et sales. Et donc on s'est aperçu à quel point l'environnement de notre siège à Clichy, l'environnement de nos entrepôts, attirer les collaborateurs et peser dans leur choix. C'est vraiment quelque chose de clé. On a eu la chance de revoir nos beaux espaces avec Elodie, et ça a été un élément clé. Donc voilà, on l'a beaucoup vécu chez Foodles, et c'est un levier très très important, le workplace, sur l'attractivité et sur l'enjeu stratégique qui est la maîtrise du turnover. Isabelle, donc très important de comprendre aussi chez vous comment les choses ont évolué en workplace sur City Lights, votre vaisseau amiral, mais aussi au niveau national. Comment vous avez vécu cette transformation? Voilà. Alors effectivement, nous on a 8 sites qui sont très différents. Le siège social à Boulogne-Billancourt, et puis après des sites de province qui sont plus des agences commerciales, ou le site de production à Angoulême dont on va parler. Et au départ, sur tous ces sites, on avait des RIE. Et les gens, traditionnellement, allaient manger au RIE. Enfin, ça, c'était avant. Depuis, le Covid est passé par là. Et je crois qu'il y avait déjà une désaffection pour ce type de restauration. Et ça s'est fortement accéléré avec le Covid. C'est-à-dire que là, typiquement, sur notre siège à Boulogne-Billancourt, on a un magnifique RIE. On est dans un campus multi-occupant. Évidemment, les contrats, ils ont été très très bien bouclés. Donc aujourd'hui, on a ce RIE, on est censé évidemment le faire fonctionner, donc couvrir les frais. Et quand vous avez des collaborateurs qui n'ont pas tellement envie eux d'aller manger au RIE, vous devez quand même financer le RIE. Et ça devient un peu compliqué avec la direction, qu'il faut expliquer que oui, c'est dans le contrat, donc il va bien falloir payer même si les gens n'y vont pas. Et vous avez vos collaborateurs qui vont se balader entre midi et 2, qui reviennent avec des petits sachets qu'ils achètent à droite à gauche, même si ça coûte plus cher, mais ils préfèrent aller manger ensemble dans un coin, parce que je pense que de toute façon, la convivialité reste quelque chose de fondamental à midi. On a envie de manger avec ses collègues, mais pas forcément dans une grande salle de RIE, et en tout cas pas tous les midis, en tout cas au RIE, peut-être une fois de temps en temps, il y a une attente de diversité. Dans nos sites de province, là où il y avait des RIE, la plupart du temps, ils ont fermé. Donc, de toute façon, aujourd'hui, ce problème, entre guillemets, ne se pose plus de cette façon-là. Et donc, nos collaborateurs, ils se débrouillent un peu à droite et à gauche. Alors, quand ils ont la chance d'être dans une zone où il y a des offres, c'est facile. Et puis, à Angoulême, là, on est tombé sur une situation un peu particulière, puisqu'on a installé un très grand site, 300 personnes. Eux, ils produisent tous nos sites Internet. C'est une population plutôt jeune, plutôt féminine.
Et ce site, il n'est pas dans Angoulême même, où il y a pléthore de petits restaurants sympathiques. Il est un peu en périphérie. Et là, entre midi et 2, si vous voulez aller acheter quelque chose à manger, vous n'avez rien disponible dans un rayon raisonnable à pied. Donc nos collaborateurs, soit ils s'amenaient leur gamelle, et donc sur ce site, quand on a emménagé, on a installé des frigos, des micro-ondes, soit il fallait qu'ils prennent la voiture pour aller dans une petite sandwicherie où vous allez trouver effectivement éventuellement une petite offre de plats chauds. Donc comme cette population-là en plus, elle est sur des horaires un peu contraints, ils n'avaient pas vraiment de pause déjeuner. Et c'est comme ça qu'on a été amené à se dire qu'est-ce qu'on peut proposer sur ce site pour que les gens aient une vraie pause, puissent vraiment se reposer, profiter de ce moment de convivialité dont ils ont besoin et manger quelque chose de sain qui change régulièrement, parce qu'on est quand même en France, on a une certaine exigence par rapport à la nourriture, on a envie de manger sain, on a envie de manger des choses variées, voilà, on veut de la diversité. Et c'est comme ça qu'on a été amené à s'intéresser au frigo connecté et qu'on a rencontré Foodles il y a ici, voilà. Alors moi, les frigos connectés, j'y connaissais rien. Voilà. D'ailleurs, quand vous devez expliquer en interne ce que c'est qu'un frigo connecté, les gens, le frigo, ils pensent, vous savez, les frigos connectés, comme on vous a expliqué, ils vont se remplir une fois que vous prenez ce qu'il y a dedans. Donc ça n'a rien à voir. Donc faut tout expliquer. Et c'est vrai que c'est un concept innovant. Où en fait, oui, matériellement, il y a bien un frigo, mais il y a surtout derrière un vrai service de logistique. Et c'est ça qui est important et fondamental pour approvisionner ces frigos. Et en comparant les offres, en regardant ce que proposait Foodle, c'est vrai qu'on a été assez bluffés parce qu'on a eu l'impression qu'ils avaient un peu tout compris en ayant donc une offre de plats très diversifiée. Et en ayant surtout cette logistique qui permet tous les jours d'approvisionner ces frigos pour apporter ce service sur le site. Voilà. Et donc, c'était aussi intéressant parce que nous, on a une population sur ce site d'Angoulême qui est une population assez jeune, pas du tout réticente à tout ce qui est techno. Donc, le fait de leur dire, vous allez utiliser votre téléphone mobile, flasher un QR code, il y a une petite puce sur les plats, tout ça, ça posait pas de problème. Donc, on a eu l'impression, quand on a regardé cette solution, qu'elle pouvait bien correspondre à notre site, à la population qu'on avait. Et on s'est donc lancé dans l'aventure. C'est vrai que c'était l'un des points de discussion qu'on avait, c'était à quel point l'adoption se fera. On est frigo connecté, mais on est avant tout restaurateur, mais il y a quand même de la tech là-dedans. Et l'adoption s'est très bien passée et a été accompagnée avec un dossier qui s'intégrait dans la stratégie du site véritablement, voilà, à la frontière des ressources humaines et des services généraux. Tout à fait, parce qu'en plus, donc dans ce site, on embauche, il est plutôt en développement. Donc c'est comme on le disait tout à l'heure, la restauration sur le site, ça peut aussi faire partie des critères qu'on peut mettre en avant. Parce que attirer des jeunes dans un site un peu en périphérie où vous dites, faudra que vous amenez votre gamelle le matin. Bon. C'est pas très vendeur. Si vous leur dites, il y a un super espace qu'on vient d'aménager, on a fait une belle salle, c'est sympa et vous aurez la possibilité de manger sur place. C'est bon, c'est pas très cher, ça change régulièrement. Bon, tout de suite, c'est un peu plus sympathique et c'est vrai que ça fait partie aussi des choses qu'on peut mettre en avant dans la marque employeur pour attirer des jeunes. Je pense que tout le monde a cette difficulté d'attirer des talents, de les garder. Et la question se pose de savoir qu'est-ce qu'on leur propose quand ils viennent sur site, parce que nous, ils ont du télétravail aussi. Donc voilà. Donc quand on les fait venir, il faut qu'ils aient une expérience sympathique. Et c'est vrai qu'avoir un lieu agréable où ils peuvent se retrouver entre eux, manger ensemble, et quelque chose en plus de chaud, voilà, qu'ils choisissent de la diversité. Ça peut être du végétarien, ça peut être des plats cuisinés, ça peut être des burgers. Donc il y a quand même dans le frigo pas mal de choses finalement, pas mal de propositions différentes. Et ça c'est important. Et c'est vrai que le frigo, alors nous on a commencé prudemment avec un frigo, c'est pour 50 personnes, il y a 300 personnes sur le site. Pas tous les jours, en moyenne on va dire qu'on est à 200, pour vous donner une idée. Donc on savait pas quel allait être le taux de captation. On s'est dit est-ce que ça va marcher, pas marcher? On avait pris le soin quand même de faire des dégustations avec tous les managers. Donc c'est vrai qu'on les a fait goûter. On leur a demandé si ça pouvait leur convenir et ça a été plutôt probant. Et c'est pas parce que les managers trouvent ça sympa que derrière le reste de l'équipe va adhérer.
Et en fait, ça a vraiment bien pris. Donc en juillet dernier, on a installé un frigo. Et là, en janvier, on en a mis un deuxième. Et quand la livraison arrive, les gens ils font la queue pour retirer le plat qu'ils ont envie de prendre et être sûr qu'à midi, ils auront quelque chose à manger. Parce que si vous tardez trop, certains jours, où il n'y a plus le choix, ou il n'y a plus rien du tout. Bon, merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage d'un historique de site et d'une stratégie nationale. Julien, donc vous êtes au cœur d'un projet de transformation d'un site, même de déménagement. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette transformation du bureau, les attentes des collaborateurs chez Up? Alors, nous, historiquement, on a signé ce nouveau bâtiment en juin-juillet 2020, donc à une période un peu compliquée pour la food. Et j'avais 2 obligations à respecter par ma présidence. Avoir un taux d'occupation élevé, 75% minimum, ce qui n'est pas évident tous les jours, et limiter mon risque coût. Donc on s'est dit, OK, on va prendre le bâtiment, on a des coûts, donc le mètre carré, donc ça c'est comme le deuxième poste de dépense d'une entreprise, si on exclut la R&D. On a aussi cette volonté d'attirer, de fidéliser et de fédérer les talents. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut créer des communautés, mais j'en reviendrai plus tard. Et donc, on s'est axé sur 3 axes quand on a fait le projet. On s'est dit déjà, nous, par notre métier, pas de RIE. Je fais des chèques déjeuner, je ne vais pas faire de RIE, quoi. Donc, la négociation était intéressante, dynamique, mais on a trouvé un point d'entente. Donc, il n'y a pas de RIE. Et ensuite, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que depuis ce moment-là, j'ai été invité par 2 autres entreprises, enfin, 2 autres acteurs forts de l'asset management qui m'ont demandé notre vision de la food pour pouvoir construire un nouveau bâtiment. Ce qui est totalement nouveau. Hein. Ce qui est totalement nouveau, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on revoit les lignes du bail, on revoit les lignes de la construction. Et c'est franchement intéressant parce qu'on remet en cause, tout comme on remet en cause l'espace pour la salle de sport, par exemple. Parce qu'on travaille en mode hybride. Donc, on a optimisé les mètres carrés, on a revu les standards, on a mutualisé le mètre carré, c'est-à-dire qu'on a bien un réfectoire pour que les gens puissent manger avec notre solution, mais on a mutualisé les services. Dans le nouveau siège, par Foodles, on a le frigo connecté, on aura le corner, on aura aussi le snack et ainsi de suite. Et les machines à café, tout en un. Un interlocuteur unique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on veut pouvoir permettre le choix par nos collaborateurs. Le talent, quand il vient, il n'a pas envie de se prendre la tête. Lui, il a le choix, il peut manger à l'extérieur, pourquoi pas, après tout, il a le droit. Et puis, je mange à l'extérieur le midi, mais le soir, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je prends un plat et je rentre chez moi. Et là, on a une continuité entre je suis présent et je suis pas présent. Demain, je suis en télétravail, c'est pas grave, je prends mon produit maintenant, je le réchaufferai demain. Et ça, c'est quand même une offre qui est pas mal quand on est employeur. La personne en face, elle se dit, ouais, QR code, je prends mon produit, je pars, et puis, on va manger ensemble pour X raison, ok, mais c'est pas grave, j'utilise plus tard. Et là-dessus, ce qu'il faut retenir, c'est que la food, maintenant, c'est plus des mètres carrés au sous-sol, Maintenant, la food, c'est un espace sympa, où il y a une belle vue, où il y a une offre de variété, où il y a une continuité. Demain, je décide de ne pas venir au bureau, je le prends. Demain, je décide de venir au bureau, je le prends aussi si j'ai envie. Mais c'est ça, ça fait vraiment partie du service aux occupants qu'on offre. Et nous, en tant que DET, quand moi, mon patron, il me dit je veux 75% de personnes sur site, la food fait partie de ma stratégie de service. Elle fait partie de ma stratégie de rétention, de faire venir les talents et de les faire venir sur site. Voilà. Et alors, je pense qu'il y a d'autres enjeux maintenant. Je pense qu'en effet, on est sur la qualité, la quantité, le prix. Mais on va aussi parler, j'espère, de solidarité et d'innovation. Bien sûr. On en parlera plus tard. Très intéressant. Donc, on retrouve bien cet aspect multimodal et besoin de liberté du collaborateur. Demain, apporter une solution super accessible et très diversifiée fait partie de la stratégie. Le fait d'avoir des asset managers, donc qui sont propriétaires des murs, qui se préoccupent de ces sujets-là, c'est un vrai signal, Julien. En fait, alors je conclue là-dessus. Notre promoteur, lui, il a dit... promoteur, en plus. Mon promoteur, à moi, il me dit, OK, votre stratégie de food, elle est bien. Mais à date, moi, il faut que mon bâtiment, je puisse le vendre. Oui, je réfléchis à date. Absolument. Et je dis, pas dans 10 ans, je comprends. On a échangé. Il me fait, OK, j'y crois, on va trouver une solution. Et on a trouvé une solution. D'accord. Merci pour ces témoignages. Élodie, alors, ça fait le lien directement. Comment est-ce que toi, tu vis ? Tu travailles depuis de longues années dans l'approche transformation du workplace. Quels nouveaux besoins t'expriment les clients, les propriétaires, les occupants ?
Alors, de façon globale, déjà, sans parler forcément à la partie entreprise, il y a eu, après le Covid, un vrai élan autour de la décoration, que ce soit chez soi, de façon générale, et donc aussi dans les entreprises. Donc, nous, le modèle d'agencement a énormément évolué. Aujourd'hui, la partie RIE n'est plus un espace où on vient se restaurer de midi à 14h, mais le challenge pour nous, c'est vraiment de créer des espaces qui vivent toute la journée. Donc ça a eu un vrai impact forcément dans la partie aménagement, puisqu'il fallait plus seulement penser à combien de collaborateurs, en combien de temps et en rotation, etc. Même les métriques sont changées. Voilà, créer vraiment des espaces qui puissent attirer les gens le matin, le midi, l'après-midi, et que ce soit des espaces qui vivent. Donc on a eu vraiment un vrai enjeu avec la place du restaurant dans l'entreprise, qui est aujourd'hui aussi important que l'accueil de l'entreprise. C'est vraiment un espace vitrine au même point que l'accueil, et on a dû traiter ces espaces, souvent ensemble d'ailleurs, accueil, restaurant, et de façon à ce que ça soit un espace complètement polyvalent et hybride qui puisse permettre de venir se restaurer, se réunir, se détendre, travailler et tout ça tout au long de la journée. Donc il y a eu un vrai impact pour nous en termes de stratégie d'agencement sur ces espaces. Très clair. Et de manière générale, les espaces se sont plutôt réduits, augmentés sur la partie restauration? Alors, sur la partie restauration, il y a deux schémas. Pour les espaces quand on a récupéré, nous, des espaces de restauration existants, généralement, on condamne les espaces de cuisine et de distribution pour éventuellement garder une possibilité de convertir. Et donc, on réaménage ces espaces pour en faire des espaces polyvalents. Sur des plus petits espaces, là, l'enjeu, c'était de créer vraiment des espaces, justement, multifonctions qui soient plus uniquement dédiés à la partie restauration, mais de manière plus large, vraiment des espaces de vie pour les collaborateurs, avec un aspect déco qui n'est plus du tout institutionnel, mais qui au contraire est très chaleureux, qu'on se retrouve dans les entreprises comme chez soi. Ouais, vraiment, on rejoint sur cette idée de communauté, d'animation de la communauté et de flexibilité. Stéphane, tes clients te parlent souvent, en parallèle des sujets mètres carrés, taille de dimensionnement du restaurant, de flexibilité. On a déjà basculé dans le thème 2, d'ailleurs, sur pourquoi en faire un allié, sur la flexibilité de la journée de travail. Je rejoins, en fait, je reprenais les deux éléments dont vous étiez en train de parler. Les surfaces allouées à ces restaurants-là n'ont pas forcément réduit. On n'a pas cherché de la réduction de mètres carrés là-dessus, mais on a cherché pas du moins, mais du mieux. Et aujourd'hui, ce que disait Élodie, c'est clair que les espaces, effectivement, on en a profité pour les dédensifier, donc avoir moins de place assise, mais les rendre beaucoup plus conviviaux. Et puis, surtout avant, on achetait du mobilier, on posait du mobilier dans les salles à manger, et puis on avait la luminosité que l'on veut, etc. Aujourd'hui, l'approche, elle est beaucoup plus globale. C'est-à-dire qu'on va travailler les sols, les murs, et puis on a des budgets aussi d'accessoirisation, comment accessoiriser, végétaliser, amener de la biophilie effectivement dans les espaces. Donc c'est pas simplement poser du mobilier dans les salles, mais c'est effectivement avoir un endroit, une ambiance, une âme et donner quelque chose de fort. Et créer des zones aussi qui permettent justement de plus avoir cet aspect RIE avec une enfilade de tables et de chaises, mais créer des bulles dans l'espace où chacun y trouve son compte, qu'on veuille être 20 et déjeuner avec tous ses collaborateurs, ou au contraire à 2, 3 pour quelque chose de plus intime. Et tout ça a vraiment joué sur la façon dont on a revu les espaces ces dernières années. Très clair, merci beaucoup. Je me tourne vers Isabelle qui nous parlait beaucoup aussi de flexibilité, d'utilisation pour d'autres usages que de la restauration, de votre salle d'Angoulême, qui est plus qu'une salle de restauration. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, par rapport au mètre carré, comme tout le monde, toutes les entreprises, nous, ont réfléchi à l'optimisation de nos surfaces. Donc, sur la plupart de nos sites, on a plutôt été amené à réduire les mètres carrés. Et quand on crée un espace de restauration, alors évidemment, entre midi et 2, il va servir à la restauration, mais il doit aussi servir à autre chose. Et donc, ces salles, nous, on les équipe d'écrans, de barres de son, de caméras, de tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des réunions. Ce qu'on appelle des kick-off meetings, donc des grandes réunions avec des gens présents, avec des gens à distance. Donc c'est pas seulement la salle de restauration, c'est aussi une salle de réunion et on l'équipe en conséquence. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Au niveau du mobilier, on fait le choix souvent d'avoir des tables fixes et des tables pliantes pour pouvoir effectivement changer la configuration. Ce qui fait que cette salle, c'est une salle de réunion, une salle de restauration et donc on va dire on essaie de maximiser l'occupation.
Alors la seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que quand ça sert de salle de réfectoire à midi, il faut quand même prévoir quelque chose dans votre contrat de ménage, parce que évidemment, si vous devez avoir une réunion derrière, il faut quand même que ce soit nettoyé. Donc on a fait le choix aussi, dans pratiquement tous nos sites, d'avoir un passage après le déjeuner pour qu'effectivement la salle soit nickel et qu'on puisse l'utiliser à autre chose, par exemple dans l'après-midi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on va faire à Angoulême. Là, elle va être équipée c'est la semaine prochaine, je crois, ou cette semaine, je sais plus. Non, la semaine prochaine. Voilà. Et, on l'a aussi fait sur un autre site. Hein. On a un site pareil. On a une très grande salle dans laquelle les gens peuvent déjeuner à Nancy. Qu'on a aussi qu'on utilise pour faire des formations, pour faire des grandes réunions. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment effectivement se dire que ces espaces doivent être polyvalents. Parce qu'on ne peut plus se permettre d'avoir des espaces qui servent 2 heures par jour. Je crois qu'aujourd'hui, sauf peut-être quelques entreprises extrêmement riches et qui n'ont pas besoin peut-être de regarder leur budget, on est tous aujourd'hui quand même à essayer d'optimiser ces mètres carrés, ces espaces. Donc il faut effectivement voir comment on peut les utiliser au mieux. Très très clair. Avant de basculer sur la dernière partie, Julien, tu parlais aussi de la restauration qui devait servir aussi les gens la nuit, c'est ça? Vous avez du travail de nuit, vous avez aussi une nécessaire projection pour l'ensemble des collaborateurs de Up avec cette restauration, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on continue à faire des chèques et des cartes déjeuner. Donc, j'ai des zones de production qui travaillent en 2-8, 3-8 et autres. Et aussi des moments de rush avec des nouveaux qui arrivent, qui ne sont pas en CDI. Mais donc, voilà. Et donc l'intérêt là, c'est qu'on offre une équité, voire même une égalité, si je peux me permettre, une égalité entre tout le monde. C'est pas seulement le REE, en général c'est un moment précis en journée, c'est rare qu'ils travaillent la nuit, donc là, tout le monde a la même offre de service. Ça, c'est agréable. Ensuite, je suis nouvel arrivant, et ça c'est un point important. Clairement, l'utilisation du bureau connecté, en tout cas de la solution Fooders, ne nécessite pas toute une démarche SI et autres. Il vient, il se connecte, enfin, il utilise son QR code. Et ça, c'est franchement, en termes d'image employeur, c'est pas mal. Hein, parce que la personne qui vient juste pour un CDD ou qui est en stage dans une école qui nous attire, parce que voilà, il vient, il dit, au moins ça, il y a d'autres trucs qui ne plaisent pas peut-être. Mais en tout cas, ça, non. Et donc moi, on ne pourra pas me le reprocher. Ce qui fait que ça va très vite dans l'assimilation et dans l'acculturation. Parce que ça nous aide là-dessus. Ça nous aide en fait. Très très clair. On retrouve vraiment cet aspect-là d'équité. On a beaucoup parlé de restaurants multimodal, d'approches nouvelles, de liberté. On va terminer sur le dernier point qui est important, que nous ressentons beaucoup chez Foodles, qui est finalement l'engagement et la responsabilité de la restauration. Très clairement, la restauration, d'une manière générale, est un sujet pour la planète qui est important, puisque ça pollue, la restauration. Et on ressent, nous, des besoins très importants d'innovation dans ce domaine-là. Nous avons engagé des démarches très très fortes de labellisation. Nous sommes entreprise à mission. Aujourd'hui, Stéphane, dans tes échanges marchés aussi, est-ce que tu ressens cette prise de conscience qui influence les cahiers des charges, clairement, qui influence les expressions de besoin? Oui, pour illustrer le propos, parce que j'aime bien les choses factuelles, j'étais hier soir effectivement avec un client qui a pris un nouvel immeuble pour déménager, qui va se rapprocher de la Défense, et dans le cahier des charges, son expression, son attente numéro 1, c'était d'avoir un immeuble à bilan carbone neutre. C'était son attente vraiment numéro 1. C'était pas, il y a bien sûr la centralité, etc., mais l'attente numéro 1. Donc ça exprime bien le côté très fort là-dessus. Aujourd'hui, les orientations que prennent les opérateurs, tu parlais effectivement d'une orientation entreprise à mission. Il y a des opérateurs qui sont aussi sur du Bicorp. Il y a une très forte demande là-dessus. Et puis on voit aussi émerger la restauration de l'alimentation de manière générale et créateur de gaz à effet de serre. Donc il y a aussi de nombreuses aujourd'hui startups qui se lancent sur comment tracer, comment mesurer ce bilan carbone, parce que la première démarche pour pouvoir ensuite l'améliorer, il faut déjà savoir d'où est-ce qu'on part, et donc il faut déjà le mesurer. Donc, il y a pas mal de startups qui se sont lancées là-dessus. Je crois que vous travaillez avec l'une ou l'autre. Et effectivement aujourd'hui, un bilan carbone, quand on fait les expressions de besoin avec nos clients en se disant avec quel opérateur vous voyez travailler, le fait de se dire, quand on propose, est-ce que vous souhaitez faire un bilan carbone, la réponse est systématiquement c'est oui, c'est tout de suite, il n'y a même pas de débat, et c'est un incontournable aujourd'hui, au-delà d'arrêter le jetable, au-delà de la réduction des consommations d'eau et d'électricité, etc. C'est vraiment devenu des sujets très importants. Et juste pour continuer, pour finir là-dessus, quand on fait une démarche chez nos clients,
Il y a quelques années, on avait beaucoup moins d'interlocuteurs dans le groupe projet. Aujourd'hui, systématiquement, vous avez le responsable du RSE qui est là de manière systématique et permanente et non pas simplement en fonction support. Il vient à certaines réunions, il est là tout le temps. Et qu'on ressent bien le côté measurable, comme on dit en anglais. Nous, on envoie des KPI qui sont des KPI suivis dans la durée sur la RSE, que les clients suivent. Le gaspillage alimentaire, le bilan carbone de chaque plat. Ce monde-là se professionnalise et rentre dans les cahiers des charges. Élodie, toi, d'un point de vue aménagement, comment les choses évoluent à ce niveau-là ? Alors, elles évoluent clairement. On nous demande aujourd'hui très très souvent, la première chose qu'on demande si on parle des RIE, c'est de récupérer le mobilier existant et d'essayer d'en faire la base de départ pour nous créer des agencements autour. C'est très récurrent. Idem pour les parties équipements de cuisine. Quand on convertit un restaurant et qu'on n'a plus besoin des éléments de distribution, on nous demande de les faire reprendre pour qu'ils servent à d'autres espaces. Les agencements, si des associations peuvent les reprendre. Donc c'est vraiment au cœur du métier chez nous aussi. Il y a aussi un élément important, c'est les matériaux qu'on choisit. On nous demande aujourd'hui de travailler évidemment avec le plus possible des matériaux made in France, labellisés, certifiés. Et donc on voit que la partie RSE est vraiment au cœur des agencements également pour nous. Très clair, on l'a senti dans les projets. Alors, dans les solutions de reprise de matériel, les solutions de continuité n'existent pas. Donc, on sent qu'il y a des trous dans la raquette et qu'il y a des initiatives encore à créer. Mais c'est bien intégré aussi sur la partie matériel, aménagement, agencement. Absolument. Donc, concrètement, tu reprends des tables pour un client, tu les remets chez un autre. Il y a des... Alors, généralement, si on reprend les tables, on les garde pour le client qui possède les tables. Mais en revanche, on crée vraiment l'agencement autour de ces tables. On customise, on trouve des solutions. Ça part dans d'autres services, dans d'autres étages aussi. Mais en tout cas, le but étant de ne pas tout jeter. Merci Élodie. Julien, sur la partie Hub, je crois que l'angle et la valeur de solidarité, c'est quelque chose qui est clé chez vous. Côté Hub, la solidarité dans vos valeurs se retrouve aussi dans les choix que vous faites pour vos services. Alors, nous, en effet, chez Hub, par exemple, on a une campagne qui est Je laisse, je donne. Donc, on est dans nos valeurs ADN, en effet, la solidarité et l'innovation, entre autres. Et donc, c'est pour ça que l'innovation doit être simple, c'est ce que j'expliquais. L'innovation doit être égalitaire avec les personnes qui viennent ponctuellement, qui viennent de manière nouvelle, qui travaillent de nuit. Et sur la solidarité, en effet, les solutions qui seront posées par Fooders là-dessus avec des prix réduits l'après-midi ou autre, ça accompagne notre démarche. Et le plus, et là-dessus, c'est intéressant, c'est qu'en fait, le food, avant, c'était les mètres carrés, le prix, la quantité et la qualité. On est en France quand même, hein. Donc c'est normal. Maintenant, en tant que DET, on a ça, c'est acquis. Maintenant, on peut réfléchir à RSE, QCVT. Et là, en faisant cette démarche solidaire, excusez-moi l'expression, mais on fait sens, on crée du sens, parce que celui qui achète, qui consomme, n'est pas consommateur, il sait que c'est bien, il sait que c'est des produits qui ne sont pas jetables, il sait que c'est des produits intelligents, et ainsi de suite. Et ça accompagne nos valeurs. Donc on est cohérent par rapport à l'image qu'on donne. Et je suis désolé, mais le food, c'est un service, et c'est pas seulement un repas. Et donc, c'est en ça que c'est intéressant. Très, très clair. C'est vraiment un besoin, c'est un service, mais qui doit avoir du sens aussi pour l'entreprise et qui doit s'intégrer dans la stratégie des clients, véritablement. Tout à fait, ouais. Très clair. Est-ce que, Isabelle, vous avez des points à rajouter sur cet aspect responsabilité RSE au sein de votre groupe ? Oui, bien sûr. Chez nous aussi, évidemment, on a une politique RSE. Et quand on s'est posé la question des frigos, on avait quand même une inquiétude. On s'est dit, chez nous, le vendredi, il y a quand même beaucoup de gens en télétravail, donc... ce frigo, le vendredi, il risque d'être un peu consommé, quoi. Donc, on avait des inquiétudes par rapport, effectivement, au fait qu'on aurait peut-être du gâchis. Et gâcher de la nourriture, en France, on n'aime pas. C'est un point sur lequel les collaborateurs sont assez sensibles. Donc, on s'est dit, on va voir si, effectivement, les offres de demi-tarif à partir de 15h, je crois, le vendredi, ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne bien, ça fonctionne même très très bien. On a, comme le disait Julien, en fait, des collaborateurs qui se disent, oui, à 2,50 € le plat, j'en prends pour ce soir, j'en prends pour samedi, j'en prends pour dimanche. On a une collaboratrice, vendredi, elle a pris 8 plats. Voilà. Donc elle a tout son week-end assuré. Et je pense que ça, c'est quand même assez sympa parce que finalement, pour un prix relativement modique, elle a ses plats qui sont prêts, elle a juste à les réchauffer. Et je trouve que c'est plutôt sympa de simplifier la vie de nos collaborateurs en leur offrant aussi le repas tout prêt pour le week-end. Dans un contexte où, il ne faut pas l'oublier, l'inflation alimentaire, ça pèse sur les budgets.
Hein, moi, les personnes dont je vous parle, ils sont sur un site de production. C'est pas des catsup qui vont manger pour 30 € le midi au bistrot. Hein, c'est pas du tout cette population-là. Ils font un peu attention à leurs dépenses. Et c'est vrai que quand il reste des plats dans le frigo et qu'ils peuvent en bénéficier à tarif préférentiel, finalement, c'est quelque chose qui est très apprécié pour eux. Et ça contribue aussi finalement à notre RSE, à notre politique de pas gâcher. Et je pense que c'est quelque chose de très positif là aussi en termes de marque employeur. Vous voyez, ça va au-delà, je pense, du simple service qu'on a aux collaborateurs, quoi. C'est clairement un enrichissement de la marque employeur par des actes et par le sens qu'on donne au service. Merci beaucoup. J'ai un petit peu débordé sur le timing, donc on va terminer sur les questions. Si vous avez des questions par rapport aux différentes thématiques qu'on a abordées, n'hésitez pas. Je peux me déplacer avec le micro. Vous l'avez abordé avec les 2,50 €. Moi, je voulais savoir, est-ce que le prix moyen du repas par collaborateur a évolué? Est-ce que c'est le même? Est-ce qu'il est un peu plus élevé, un peu moins élevé que dans l'ancien modèle? Alors à Angoulême, en fait, il n'y avait pas de modèle puisqu'on leur fournissait rien. Donc aujourd'hui, je crois que en général, le panier c'est un plat, un dessert. Voilà. Après, je ne sais pas forcément les montants en tête. On est sur des paniers moyens qui sont entre 7 et 8 €, autour des 8 € TTC. Merci. Et donc, on est sur des paniers un petit peu plus élevés qu'un restaurant normal, qui est un reste à charge qui est autour de 4-5 €, sur un restaurant cuisinant sur place, un petit peu plus, tu vois. Mais dans le modèle proposé et qui plaît, on est sur une restauration sociale, durable et innovante, mais sociale. C'est-à-dire qu'on veut effectivement que ça reste dans une valeur de ticket restaurant et dans une accessibilité forte. C'est un petit peu plus cher qu'une restauration sociale cuisinante, puisqu'il y a la logistique pour venir sur le site, mais on reste sur du social, tout à fait. Peut-être juste pour compléter rapidement en 2 phrases. En fait, ce qui a changé, au-delà du prix, simplement, il y a aussi la structure du repas qui a changé. On s'était rentré, plus plat, dessert, etc., un petit bout de fromage, etc. Donc déjà, effectivement, ça s'est réduit. Les gens consomment moins. Et donc, en termes de budget, ça s'est adapté aussi comme ça. Donc, le panier dépensé, ça s'est réduit légèrement, même si l'inflation n'aide pas du tout. Et le deuxième sujet, c'est aussi, je suis en train de perdre mon fil, c'est que la restauration sur place a aussi subi beaucoup l'inflation alimentaire, et vous avez effectivement un effet très très fort là-dessus. Après, ce que disait Amaury, c'est que aujourd'hui, nos clients font aussi des approches coût global. Vous parliez avant le fait d'avoir une cuisine sur place ou pas. Ça coûte très cher. Il y a de l'eau, il y a de l'électricité, etc. Donc il y a certes le repas, mais il y a tous les coûts indirects associés à la restauration, qui fait que nos clients ont beaucoup, j'ai apprécié parce que vous maîtrisez bien votre sujet, on a cette approche globale sur les coûts, ce qui fait qu'aujourd'hui, on passe plus en approche beaucoup plus globale. Je pense qu'on est bon, donc on va terminer cette conférence. Merci à vous. Merci beaucoup, Merci participants. Merci. Et à très bientôt.